Les plantes nous veulent du bien et nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir y trouver des réponses à nos petits bobos du quotidien, nos pathologies de saison. Alors pour en discuter avec nous, nous avons invité un naturopathe. Bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Gilbert. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Ouais. Alors avec vous, dans votre chronique en milieu d'émission, nous allons parler de... La lune vraie. Parce que la lune, elle compte beaucoup. Elle a toujours compté pour le monde agricole, pour les jardiniers. Ouais. Pratiquement dans toutes les civilisations, les enfants sont fascinés par la Lune. Ça, c'est vrai. Et donc, je propose un petit voyage dans la Lune. Très bien. Bon, on restera les pieds sur terre quand même un peu. Yves, bonjour. Bonjour. Donc, on terminera l'émission avec votre chronique. Quelques peintres, les peintres de l'automne. Très bien, on verra de qui il s'agit et en quoi il y a une actualité sur ces peintres. Et puis, donc, l'invité de notre émission, bonjour, Ulrich de Greef. Vous êtes naturopathe. Oui. Formateur en aromathérapie et conseiller pour les fleurs de bac. On va nous expliquer ça. Quand on dit naturopathe, donc vous êtes formé depuis 6-7 ans, je crois, à naturopathie. À peu près. Et vous avez créé Naturorama en Vendée, il y a 2 ans et demi 2 ans et demi, oui. Alors quand on dit naturopathe, ça veut dire que on connaît bien les plantes et on veut soigner avec les plantes, c'est ça, naturopathe? Alors ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va vraiment parler aussi d'hygiène de vie, tout ce qui est hygiène vitale, donc alimentation, le sport, le sommeil, tout ce qui peut être source de stress. On va vraiment voir la personne dans sa globalité pour essayer de lui apporter des choses pour rétablir l'équilibre qui va être un vecteur de santé en fait. C'est pas forcément une maladie, ça peut être beaucoup plus large que ça. Dans l'idéal, en fait, la naturopathie vient plutôt en prévention. Comme la médecine traditionnelle chinoise, la médecine traditionnelle ayurvédique. L'OMS considère que c'est la médecine traditionnelle européenne en réalité. Alors qu'on évacue cette question-là tout de suite, naturopathe, vous n'êtes pas médecin, c'est pas une profession qui est diplômée? Non, pas en France. Voilà, il y a différents niveaux de reconnaissance de la naturopathie un peu partout dans le monde, en Europe, au Portugal, en Espagne, en Suisse, en Belgique, au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, oui, en Allemagne. On est encore une exception. Voilà, en France, on a une petite exception culturelle française encore. D'accord. Et quand j'ai dit tout à l'heure, conseiller fleurs de bac, alors les fleurs de bac, moi je connais de nom, on en voit dans les magasins ou on entend parler, mais c'est quoi? C'est une marque ou Alors il y a une marque vraiment fleurs de bac avec le logo bac original, qui était un médecin anglais qui travaillait à l'hôpital royal homéopathique de Londres et qui s'est dit qu'il allait retourner dans sa campagne pour essayer de fabriquer des élixirs que tout le monde pourrait fabriquer soi-même. Des élixirs floraux, voilà, on appelle ça comme ça en fait. Donc il y a des élixirs floraux de bac, mais il y en a aussi qui viennent du bush australien, du désert aux États-Unis, etc. L'élixir, c'est pas une huile essentielle, c'est différent? Non, c'est tout à fait différent. C'est une macération de plantes en réalité dans de l'eau, et après c'est dilué homéopathiquement et stabilisé aussi avec de l'alcool. Et ça va jouer en fait sur les émotions. Il y a 38 fleurs de bac qui vont jouer sur des émotions réparties dans différents groupes comme la peur, l'incertitude, la solitude. Ah oui, donc des choses qui peuvent être assez abstraites finalement. Voilà, c'est assez subtil on va dire à traiter. C'est difficile de choisir pour soi, donc c'est bien de bien les connaître, éventuellement aussi d'avoir quelqu'un en face avec qui discuter, qui puisse orienter le choix sur la bonne fleur. En tant que naturopathe, vous travaillez essentiellement avec les plantes ou le spectre est un peu plus large que On utilise beaucoup de choses en réalité, déjà beaucoup de mesures simples dans l'alimentation, c'est-à-dire qu'on va généralement adapter l'alimentation via un réglage alimentaire qui correspond aux besoins de chacun et aux besoins de la personne. Si on prend un exemple. Tout simplement des petites choses qu'on ne sait pas forcément, mais les fruits en fait ne se digèrent pas dans l'estomac, donc il vaut mieux les prendre hors des repas. Et après, il y a des petites subtilités là, en aussi. l'occurrence, votre solution à quelqu'un qui aura des problèmes de digestion, c'est pas une huile essentielle, c'est aussi... voilà, réorienter un petit peu l'alimentation. Des fois, ça peut être changer certains aliments d'heures dans la journée, ou des choses comme ça, qui vont déjà apporter un mieux-être et empêcher certains dysfonctionnements d'apparaître. Ouais. D'accord. Donc, vous organisez des ateliers d'aromathérapie donc dans plusieurs lieux en Vendée et hors Vendée. Alors, il y a Aubigny, Givran, Olonne notamment. Ouais. L'aromathérapie, c'est... Donc c'est l'utilisation en fait des huiles essentielles à des fins thérapeutiques. Donc on utilise les huiles essentielles qui ont énormément de propriétés différentes, que ce soit anti-infectieuses, anti-inflammatoires, antidouleurs, digestives, harmonisantes du système nerveux, des toniques, des calmantes, des sédatifs, certaines qui peuvent aider à s'endormir. Voilà, il y a énormément de possibilités. Alors qu'est-ce qu'on apprend quand on suit un stage chez vous? Mais du coup, on va voir un peu tout ce qui est base déjà au niveau de l'aromathérapie, c'est-à-dire les molécules qui composent les huiles essentielles, qui vont expliquer en fait leurs propriétés thérapeutiques, les indications et aussi les contre-indications. Et on voit tout ce qui est voie d'administration, c'est-à-dire comment les utiliser à la maison, que ce soit sur la peau, par voie orale, en diffusion, etc. Oui, parce que c'est ça, c'est inhalation,
les utilisations des huiles essentielles Oui, en application. Il y a quoi d'autre? On peut les prendre par voie orale, alors tel quel, en gélule, il y a des capsules qui existent. Puis on peut faire fabriquer des choses en pharmacie aussi, avec des suppositoires par exemple, des choses comme ça pour les enfants. Mais chaque huile a sa particularité et sa posologie et son utilisation. Alors c'est pas exactement comme ça, c'est un peu plus complexe en fait. Il faut suivre le stage, d'accord. C'est ça. Ça suppose pour vous, vous-même, d'avoir une connaissance médicale et de la chimie. Oui, il faut avoir un petit peu étudier les choses et puis comprendre des mécanismes aussi. Et l'expérience aussi? C'est sûr que c'est mieux, oui. Non, mais je veux dire, apprendre au fur et à mesure, découvrir. Oui. Généralement, quand on est dans les métiers un peu orientés bien-être, etc., thérapie naturelle, on n'arrête pas de se former, on est toujours intéressé pour apprendre de nouvelles choses et apporter aussi de nouvelles choses aux personnes qu'on reçoit. Et vous me disiez, quand on a préparé l'émission ensemble, vous n'aviez pas la fibre du jardinier ou en botanique, c'était pas votre sujet? Non, là-dessus, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une connaissance poussée réellement de la plante ou de comment elle pousse, etc., pour les utiliser après. Voilà, on a des laboratoires, etc., qui les transforment et qui nous donnent des produits finis qui sont vous ne fabriquez pas, vous n'avez pas un petit labo où vous fabriquez Non, ça peut m'arriver de faire ça un petit peu à la maison, de faire un petit sirop, des petites choses comme ça à partir de plantes, mais non, je ne fabrique pas. Voilà. Alors, Yves-Lise, vous utilisez pas mal les huiles essentielles, c'est un peu... Oui, ça m'arrive quelquefois, en effet. Oui, la gorge. La gorge, les maux de crâne, souvent, quand on a un petit... c'est quoi pour les maux? Une petite migraine qui commence à pointer. C'est menthe? Alors on utilise beaucoup la menthe poivrée, qui n'est pas une huile anodine. Il faut faire attention en termes d'utilisation, parce qu'elle est assez toxique. Normalement, on ne l'utilise pas chez les enfants et chez les femmes enceintes. Alors justement, ce sujet-là... Parce que quand on en achète en pharmacie, alors on va y revenir des fois de façon un peu empirique ou pas du tout, souvent le pharmacien ou le professionnel me dit attention pour les femmes enceintes et les enfants. Alors, est-ce que c'est vrai et pourquoi si c'est vrai? Alors il y a beaucoup de messages d'hyper-précaution en fait, parce qu'il y a des huiles qu'on ne peut pas utiliser pures sur la peau, il y a des huiles qu'on ne peut pas donner aux femmes enceintes, il y a certaines huiles qu'on évite de prendre par voie orale, des choses comme ça. Et donc un peu par méconnaissance, on a des messages d'hyper-précaution comme ça qui sont délivrés, où on interdit toutes les huiles aux personnes fragiles. Il y a vraiment des contre-indications? Oui, il y a vraiment des contre-indications. Tout ce qui est dermocaustique, les huiles essentielles les plus puissantes anti-infectieuses vont brûler sur la peau si on les met pures. Par exemple l'origan, la cannelle, des choses comme ça. Cannelle de Ceylan, cannelle de Chine. Et puis on a des huiles neurotoxiques, donc qui sont toxiques pour le système nerveux, et abortives, donc qui peuvent entraîner des crises d'épilepsie. Voilà. Et là, notre exemple, qu'est-ce que... on peut avoir la sauge officinale, par exemple, et puis l'amande poivrée, notamment, contient des molécules aussi neurotoxiques. Parce que quand on achète un flacon, là encore une fois, rien ne nous dit vous pouvez utiliser cette huile pour tel et tel petit mot ou, Non, ça du coup c'est vraiment des allégations pharmaceutiques et donc c'est compliqué d'écrire ce genre de choses. En plus on a beaucoup de laboratoires qui essayent de jouer aussi sur les prix avec la TVA, donc ils vont vendre les huiles essentielles en tant qu'arôme alimentaire. Donc des fois on a des allégations un petit peu trompeuses, voire même un peu dangereuses, ça peut arriver. Le citron, l'orange. Le citron, ou la cannelle. La cannelle peut être vendue comme arôme. Alors que c'est très, très caustique, donc il faut faire très attention en l'utilisant. Pour le coup, en cuisine, il vaut mieux privilégier l'épice, quoi. Oui, voilà, on peut privilégier l'épice. On peut utiliser aussi d'autres produits, des produits spécifiques pour la cuisine qui sont fabriqués à base d'huile essentielle, des petits cristaux par exemple à utiliser, des choses comme ça. Et Gilbert, vous êtes adepte soin par les plantes. Alors vous êtes jardinier par contre. Mais l'utilisation des plantes... Non. Non, je m'en suis servi un petit peu, j'avais mal à l'épaule, j'ai eu mal à l'épaule, je m'en suis servi dans deux ou trois circonstances, mais non, je ne suis pas un adepte pour l'instant. Hein. Tout peut évoluer, de même que peut-être la culture, justement, vous évoquiez la culture, aujourd'hui, effectivement, en France, on n'est pas très branché là-dessus, et les choses peuvent évoluer, non? Ou est-ce que vous sentez justement que dans l'opinion ça évolue? Est-ce que sur le plan réglementaire, sur le plan médical... Il y a des petites choses, des prémices de reconnaissance de formation de naturopathie, des choses comme ça bouge. Il y a des syndicats qui regroupent des naturopathes qui œuvrent dans ce sens aussi. Il y a des rapports même au niveau de l'État qui montrent bien qu'en prenant un peu plus en compte des thérapies un peu plus alternatives ou naturelles dans la prévention, il y aurait peut-être des économies à faire. Maintenant, ça ne bouge pas très très vite malheureusement. Bien.
On va revenir aux plantes, mais là, on va aller dire s'expatrier. C'est plus que ça. On va aller sur la Lune avec Gilbert à travers des expressions en lien avec cet astre. Alors ça, c'est drôle, il fallait y penser de vouloir nous parler de la Lune. Oui, j'ai été allé alerter. Enfin, l'idée m'est venue, entre autres, parce que j'ai lu et j'ai appris qu'il existait à Paris la fête de la Lune. C'est quand même bizarre. Une manifestation très correcte, oui, grand public. C'est un petit peu la mode d'étendre les fêtes de toutes sortes de prétextes. En fait, c'est plutôt dans les pays asiatiques que l'on fête, il y a une vraie fête de la Lune qui se produit le 15e jour du 8e mois lunaire. En gros, c'est pour simplifier les choses, entre le 12 septembre et le 8 octobre, selon les années, selon la Lune. C'est le moment où elle est la plus brillante, la plus claire, la plus belle, quoi. D'accord. Et c'est donc fêté notamment en Chine, où ça donne lieu à des manifestations. C'est après le Nouvel An, la plus grande fête de la Chine. Et donc, elle existe aussi en France, cette fête. Ça commence à s'importer un petit peu, mais c'est pas dans la tradition française. Hein. Par contre, la Lune compte beaucoup, hein, comme je l'ai dit tout à fait en introduction tout à l'heure, pour les jardiniers, pour le monde agricole faisait référence, et puis on le verra à travers quelques exemples, pour des proverbes par exemple, la Lune a toujours compté. Et dans le quotidien aussi, dans les expressions, il y a un certain nombre de choses qui font référence à la Lune. Alors je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, si je vous dis demander ou promettre la Lune, qu'est-ce que ça veut dire? Des fausses promesses. Des fausses promesses, voilà. Demander des choses qui sont un petit peu mais on sait bien impossibles. Que ça engage que ceux qui les écoutent. N'est-ce pas? Comme on dit pour les politiques. Hein. Décrocher la Lune. Ah, ça c'est dur. Oui, pour essayer de faire l'impossible. Faire l'impossible des mains et des pieds. Des choses, là aussi, c'est un petit peu des choses impossibles. Obtenir des choses rares, quoi. Être dans la Lune, ça c'est connu. Hein. Rêver, etc. Tomber de la Lune. Ah, tomber des nues, non, Voilà. Ne pas en revenir, être très surpris. On dit effectivement tomber des nues aussi, être étonné, surpris, etc. Alors, est-ce que, Yves, vous êtes bien luné? Ça dépend des jours, si j'ai bien dormi. Ça veut déjà tout dire. Hein. Et puis, une expression plus heureuse, la lune de miel. Ouais, à l'origine, ça... J'avoue que je ne connais pas très bien, il faudrait que je fasse une autre émission là-dessus. Oui, sur la lune de miel, d'accord. Okay. Mais en tout cas, c'est les premiers instants, notamment pour les amoureux, mais on l'étend quelquefois un petit peu à des relations qui peuvent exister, par exemple, entre deux associations, enfin pour différentes choses. Deux pays, je pense. Deux pays, par exemple, oui. Ah oui. Et puis, ce qui rejoint un petit peu aussi l'expression être plus ou moins bien luné, c'est être lunatique. C'est-à-dire c'est une personne qui a une humeur changeante, un petit peu variable, imprévisible, quoi. Et puis il y a bien d'autres expressions aussi qui découlent de la Lune, hein, y compris des lieux. Par exemple, il y a le carrefour de la demi-lune à La Roche, ou encore il y a le quartier de la Lune à la Chapelle-Achard, où on parle de quelque chose de lunaire, par exemple un paysage. Alors, je ne vais pas tout dire, mais il y a énormément de proverbes, de citations, d'adages, de pensées ou des mots pour rire qui évoquent la Lune. Je vais en citer simplement quelques-unes. On dit par exemple, c'est Alphonse Allais qui disait « La Lune est pleine, j'ignore qui l'a mis dans cet état ». C'est Alphonse Allais, ça. Hein. Oui, c'est pas nous. Un petit proverbe, la Lune qui pâlit, d'eau nous avertit. Ça veut dire qu'il y aura de l'eau si la Lune pâlit. Lune blanche, journée franche. Lune pâle, l'eau cavale. C'est l'eau qui... C'est pareil. Et une dernière une petite dernière. J'en aurai deux petites dernières. Quand le sage montre la Lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est assez connu. Ouais. Et puis une petite dernière, juste pour rire, c'est Francis Blanche qui disait la preuve que la Lune est habitée, c'est qu'il y a de la lumière. Très bien, c'est la meilleure. Ulrich de Greff, on revient avec vous en tant que naturopathe pour comprendre un petit peu mieux l'usage de ces plantes, notamment des huiles essentielles. Donc vous avez dit que vous faisiez des stages d'aromathérapie. Oui. C'est grand public. Qui sont ces personnes qui s'inscrivent à ce type de formation? Alors c'est très varié comme public. Il y a autant des particuliers qui viennent pour avoir un usage familial éclairé, que des thérapeutes qui viennent pour ramener les huiles essentielles dans leur pratique, du personnel soignant, des infirmières en libéral,
en structure. Donc ça va des parents qui disent nous on bidouille un peu, mais on aimerait être un peu plus précis sur ce qu'on fait. De plus en plus, aux gens qui ont une application professionnelle. Oui, quelques pharmaciens, préparatrices, des médecins parfois même. Des vétérinaires aussi. Comment? Des vétérinaires. Vétérinaires, j'ai pas encore eu. Non. Mais il y en a qui sont formés, même à La Roche-sur-Yon. Même à La Roche-sur-Yon. Oui, tout à fait. Et alors, donc on a bien compris qu'il y a un discours avec énormément de précautions, pour les raisons que vous avez évoquées. Est-ce que quand même il existe des labels ou des choses qui peuvent nous mettre en confiance, se dire il vaut mieux cette marque-là ou tel et tel produit quand on achète Il faut faire confiance à des laboratoires. Alors, on a certains standards de qualité avec des grosses entreprises internationales qui œuvrent vraiment pour améliorer les choses en termes de qualité des huiles essentielles. Ça, c'est des garanties. Les marques connues, on va dire. Normalement, ça va. Après, il peut y avoir des petits soucis. On a des marques qui sont plus orientées pour faire du profit, d'autres qui sont plus éthiques et qui veulent vraiment développer les choses. On vous appelle pour reconnaître en fait les marques qu'il faut éviter. Voilà, je vais éviter de donner ça à la télévision. Mais il y a aussi des petites choses chez des labos familiaux qui sont tout petits et planqués un peu partout en France, qui ont des partenaires dans le monde entier qui leur fournissent des choses de qualité depuis des dizaines d'années. Et là, on peut leur faire confiance aussi. On privilégie l'origine bio? De préférence, voilà, ou en cueillette sauvage, si c'est pas cultivé. Oui, et donc les gens qui connaissent. Alors vous faites aussi donc, des interventions auprès des enfants? Oui, ça m'arrive, ouais. Alors les enfants, j'imagine, là, c'est pas pour qu'ils s'adaptent, c'est pas dans un objectif d'automédication. Non, on va plutôt faire un peu de découverte des plantes aromatiques, justement, découvrir un peu leurs odeurs, les reconnaître à l'aveugle, à l'odeur, au toucher, se ressentir aussi les huiles essentielles pour voir un peu la puissance qu'elles peuvent avoir. Et puis, ça peut être aussi réaliser des petites tisanes pour goûter ensuite ces plantes aromatiques. Donc ça peut se décliner en plusieurs ateliers, en école, sur les temps d'activité périscolaire, des choses comme ça. C'est de la sensibilisation. Oui, j'imagine que quand on véhicule des messages comme ça auprès des enfants, après, ça a toujours des répercussions auprès des parents. Oui, puis il y en a qui connaissent bien les tisanes, il y en a qui connaissent les huiles essentielles. Oui, quand même. On laisse passer un petit peu 2-3 messages sur l'écologie, le compost après quand ils jettent les tisanes. Parce que tout ce qui est à base de plantes, c'est un peu vert, des fois les enfants c'est un peu... Ouais, non, ils aiment bien quand ça sent bon, généralement. D'accord. Donc on peut imaginer que, par rapport à la question que posait Gilbert, seront un peu plus sensibles à ce qu'il y a un peu autour d'eux. C'est-à-dire que s'ils ne connaissent pas du tout, parce que dans leur famille on n'utilise pas, ça leur fera une première approche. Et puis si les familles utilisent, ils pourront échanger là-dessus en rentrant et forcément il y aura des incidences derrière, donc c'est plutôt chouette. Quand on a un rhume par exemple, on dit j'aimerais trouver une solution en huile essentielle. Comment on fait? On va regarder sur Internet, on demande à son pharmacien, le pharmacien n'est pas forcément très formé, parfois ça va être une préparatrice dans la pharmacie, mais il faut encore tomber dessus. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir de l'info en fait sur les huiles essentielles. Donc oui, sur Internet, il y a beaucoup de choses. Maintenant, il y a aussi des choses un peu dangereuses parfois qui traînent. Donc vraiment, il faut déjà être sûr de la plante qu'on utilise, éventuellement avoir le nom latin pour être sûr, sinon il peut y avoir des dangers. Et puis être sûr aussi d'avoir des huiles essentielles de qualité, ça c'est... Donc en fait, on est obligé de passer par vous. C'est mieux d'avoir un thérapeute qui connaît en face. Maintenant, sur Internet, on trouve beaucoup de sites qui sont très sérieux, où on a des choses très bien. Voilà. Ou des ouvrages. Beaucoup de bouquins aussi, évidemment. Et vous êtes nombreux à utiliser par exemple. Il y a quand même pas mal de naturopathes qui utilisent tous un peu les huiles essentielles. Donc on vous consulte pourquoi d'ailleurs? J'imagine on ne vous appelle pas pour un rhume. C'est pas ça l'objectif. Non, généralement non. Parfois, j'ai des gens qui viennent en prévention, qui n'ont rien de particulier, c'est assez rare. Alors, je vais bien, mais c'est au cas où, c'est voilà, ça? Tout à fait. Au cas où ça irait mal demain. C'est le but, c'est plutôt de faire les choses comme il faut pour éviter de tomber malade. Donc là, c'est bien, c'est une bonne démarche. Après, je peux autant avoir pas mal de jeunes au printemps qui viennent pour des problèmes d'acné, que des grosses maladies assez lourdes, de l'accompagnement sur des cancers, par exemple, sur le côté bien-être. Alors, l'accompagnement pour les cancers, il ne s'agit pas de guérir. De guérir ou de remplacer. D'accompagner. Pour accompagner, on a des petites choses avec des huiles essentielles, par exemple sur des nausées qui peuvent être liées à des chimiothérapies, des choses comme ça. Des petites choses sur le bien-être qui peuvent aider. Donc ça va vraiment du rhume à des choses vraiment très lourdes et beaucoup de problèmes de douleur ou des échecs un peu où les gens sont un peu déçus de la médecine aussi qui n'offre pas de solution, on va dire, forcément satisfaisante, quoi. Parce qu'ils se sont penchés. Ils ont voulu traiter le mal, mais sans se pencher sur, par exemple, les effets secondaires.
sur les causes surtout. En naturopathie, on va s'attacher à supprimer les causes des maladies pour rétablir un équilibre. Le but, c'est vraiment ça. Les allergies, par exemple, oui, il y a des solutions. Sur des allergies, on a des huiles essentielles anti-allergiques, antihistaminiques, on a des plantes, puis il faut voir aussi les causes des allergies. Souvent, il va y avoir un petit peu le foie qui est en cause, donc on essaie de soutenir le foie. Voilà. C'est beaucoup de temps. Une consultation, ça dure facilement 1h30, 2 heures, la première. Donc voilà, on a le temps vraiment de voir la personne dans sa globalité et d'axer un peu les solutions sur différents troubles pour essayer de rétablir un équilibre vraiment durable, quoi. Très bien, bon, je pense que Gilbert a un petit rendez-vous bientôt, surtout quand on a un beau jardin comme vous et forcément des choses à faire. Il faut en profiter tant qu'on est en bonne forme, il faut aller le voir avant. Très bien. Merci beaucoup. Bon, c'était une première approche, évidemment ça ne remplace pas une consultation d'aller un petit peu fouiller. Vous avez un site internet et donc on l'a dit, des ateliers qui sont ouverts à tout le monde. Tout à fait. On va terminer cette émission avec des grands peintres, avec Iblis. Pourquoi peintres de l'automne? Parce qu'ils sont dans l'actualité cet automne. Voilà, ce sont donc deux grands peintres que nous allons sortir du musée. Oui, on ne va pas aller au musée, on va les sortir du musée. Donc Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, ce sont des peintres, des artistes qui se sont connus, qui se sont fréquentés. Et je voudrais tout d'abord parler du mystère Van Gogh, qui est sous-titré « Qui a volé ma gloire ?» que je vais vous faire passer. C'est l'œuvre d'Antoine Georges. C'est un roman, non? Alors, c'est pas exactement un roman, c'est plutôt, il a fait comme un dialogue se plaçant tour à tour à la place de Vincent, à la place de Théo, son frère, qui était galliériste. Et il s'est inspiré pour ça de leur correspondance, d'une biographie, de leurs journaux intimes aussi. Et le départ de l'intrigue, c'est un petit peu l'intrigue parce que la question est effectivement qui a volé la gloire de Vincent Van Gogh, qui est quand même mort dans la misère, alors que ses tableaux se vendent aujourd'hui à des millions d'euros. Donc pour ce faire, il s'est inspiré effectivement de ses journaux intimes. Et puis il a un peu œuvré en racontant sa vie, en donnant à chacun, donc effectivement, un chapitre c'est Théo, un chapitre c'est Vincent, pour expliquer un petit peu la vie de Van Gogh, de la naissance à son décès, bien sûr, avec tous les mystères et un petit peu la malchance qu'il a connue, qui s'est un petit peu attaché à ses pas d'artiste maudit. Le livre s'ouvre donc sur l'instant où Théo trouve dans la sacoche de Vincent les écrits de Vincent. D'accord. Où il se plaint d'être mal compris, de ne pas être soutenu, d'avoir vraiment pas de chance, voilà. Alors que Théo, lui, finalement répond à son frère dans cet échange, en disant oui, mais moi, je me plains parce qu'en fait, je l'ai financé, je l'ai aidé, j'ai fait comme j'ai pu, et je n'ai vendu qu'une seule toile. Il a vendu, effectivement, Théo n'a vendu qu'une seule toile du vivant de Vincent, et même du vivant même de lui-même, puisqu'il est décédé quelques mois après son frère. Donc c'est plutôt pour des gens qui connaissent bien déjà... Non, je trouve que c'est une bonne approche. D'accord. Au contraire, ça permet d'appréhender Vincent Van Gogh. En tout cas, c'est une approche originale. Donc, et je vous rassure, la question de savoir qui a volé la gloire de Vincent Van Gogh, il y a une petite réponse à la fin. Une toute petite réponse. Donc, le mystère Van Gogh, c'est édité aux éditions Art 3, il coûte 19 €. Tout de suite, le deuxième ouvrage qui est consacré à Paul Gauguin, qui a été longtemps le copain de Vincent, mais qui a aussi été un petit peu son ennemi. Enfin voilà, son rival. Ils ont été. Je ne sais pas s'ils n'étaient pas forcément dans la même mouvance, même si à un moment donné ils se sont fréquentés. Ils ont travaillé ensemble avec un autre peintre célèbre, Émile Bernard aussi. Ils étaient un petit peu un trio maudit. Cet ouvrage donc est l'œuvre de Stéphane Guégan, qui est historien d'art et ancien conservateur, pardon, pas ancien, il est conservateur au musée d'Orsay. Et dans Gauguin voyage donc au bout de la Terre, il présente un Gauguin qui a eu différentes périodes artistiques, les périodes bretonnes, donc je parlais avec Émile Bernard, la période parisienne, mais aussi bien sûr, sa plus connue, celle de Tahiti et les Marquises ensuite. Aux Marquises d'ailleurs, où il peindra, pardon, à Tahiti, il peindra d'ailleurs la toile la plus célèbre, la plus chère du monde. Alors, je me suis entraînée. Oui, c'est pour ça que je... Le Nefea Fa Hippo Hippo, qui s'appelle donc Dis quand te maries-tu, qui a été peint donc en 1892 en Polynésie française et qui a été vendu il y a 2 ans, en février 2015, au prix de 300 millions de dollars. Donc, une vente privée. D'accord. L'auteur revient donc sur la vie du peintre, qui ressemble parfois à un roman d'aventure, parce qu'il a eu quand même 1000 misères, 1000 aventures aussi. C'est pareil, il est mort aussi ruiné, enfin il est mort très pauvre aussi, Gauguin. Il y a eu un film dernièrement. Alors voilà, on en reparlera tout à l'heure. Il faut savoir aussi que c'était aussi le petit-fils de la féministe engagée Flora Tristan.
qui est connue à La Roche puisqu'elle porte... Gauguin était le petit-fils de Flora Tristan. Gauguin était le petit-fils de Flora Tristan. Donc il s'est activé d'abord, il a travaillé dans la bourse. Il était, avant de partir, peindre, mais bon, la peinture l'a emporté. Il a été marié très tôt, il a eu 5 enfants en 10 ans, mais à un moment donné, la passion de la peinture l'a emporté. Et forcément, il est parti vivre sa passion dévorante. Donc Gauguin, Voyage au bout du monde est publié aux éditions Chênes, vendu 29,90 €. Et effectivement, pour conclure, je voudrais signaler que ces 2 peintres sont dans l'actualité, puisque Gauguin l'alchimiste est une exposition qu'on trouve au Grand Palais du 11 octobre jusqu'au 22 janvier 2018. Et que, effectivement, vous le disiez, il y a eu un film sur Gauguin qui est sorti il y a quelques semaines. Et c'est Vincent Cassel qui lui prête vie. Voilà, ça s'appelle Gauguin Voyage de Tahiti. Et quant à Van Gogh, il revit aussi aujourd'hui, enfin à partir du 11 octobre, dans un film qui s'appelle La Passion Van Gogh, un film d'animation qui est peint à la main, qui a une particularité, si vous avez l'occasion d'aller le voir, franchement, ça a l'air, c'est très intéressant. Il est réalisé par Dorota Kobiela et Hugues Welshman. Il a reçu le prix du public au dernier festival d'Annecy. D'accord, donc Gauguin. Très illustré en tout cas. Très illustré, richement illustré. C'est vrai. Merci Yvelise. Merci à chacun d'entre vous. Merci Éric de Greff de nous avoir expliqué quelques éléments sur votre métier, la naturopathie. On termine avec la une du magazine Racine d'octobre et puis les rencontres Racine qui ont lieu le 20 octobre à La Roche-sur-Yon avec Michel Chevalet et Yannick Jolin. Voilà, à très bientôt. Merci.